Alors, est-ce qu'on est bon? Normalement, c'est bon. Eh bien, bravo. Très bien. Est-ce que, mon très cher camarade, tu peux me confirmer que c'est bon? Alors, on ne sait pas encore si on est en direct ou pas, mais on va bien le savoir bientôt. Bah oui, mais là, normalement, je suis en direct sur la page du CEDRA. C'est notre premier live. On a galéré pour y accéder. Normalement, c'est bon. Ok. Alors, donc sur le CEDRA, c'est bon. Ouais, si apparemment, sur Facebook aussi, Amazon contrôlé, ouais, c'est bon. Alexis, c'est bon, hein? Ok, ça marche. Je vérifie juste sur une autre page qui nous avait demandé. Ouais, ok. Bon, ben écoute. C'est très bien. Ok, bon. Eh ben, c'est parfait. On peut commencer. Bon, ben, bonjour à tous et toutes. Voilà, bienvenue à ce premier rendez-vous des confinés sur le nucléaire, organisé par l'association CEDRA, donc le collectif qui lutte contre l'enfouissement des déchets radioactifs. On est super contente d'avoir lancé ça et je vous avoue que c'est un peu une première pour nous, donc on espère que ça va bien se passer. Et voilà, n'hésitez pas à être patient s'il y a des problèmes techniques, c'est notre toute première, donc on ne sait pas trop encore comment ça marche, mais on fait au mieux. Tout d'abord, avant de laisser la parole à Gilles, quelques mots sur le rendez-vous des confinés. Donc, le rendez-vous des confinés, c'est quoi? C'est une idée qui nous est venue assez naturellement avec une amie il y a plusieurs jours, après s'être passé un coup de fil. En fait, on avait décidé de s'appeler pour prendre des nouvelles et on en est très vite venu à parler de l'actualité et donc des incendies qui se sont déclenchés il y a quelques jours à Tchernobyl. Et je vous avoue que sur le moment, ça nous a pas mal refroidi, sans vouloir faire de jeu de mots. Et donc, ça nous a amené à parler du nucléaire, à parler de son avenir, à parler de ce que la crise actuelle remet en question, et puis à parler du présent, et donc forcément de tous les gens qui continuent à aller bosser aujourd'hui dans des centrales pendant cette période de pandémie. Et ça nous a pas mal interrogé sur la façon dont les gens se situent en fait par rapport à ces questionnements-là aujourd'hui. Et suite à ça, on a décidé d'appeler notre ami Gilles pour qu'il nous raconte comment vont les choses pour lui et ses collègues. Et ce qu'il nous a dit, ça nous a franchement mis en colère. Et on s'est dit que, une fois encore, ce qui se passe dans cette industrie, c'est vraiment hallucinant. Et pourtant, on n'en parle pas et on considère que le travail que font ces gens est un travail comme les autres, alors que non, ce travail pose vraiment question et remet en question plein de choses aussi. Bref, donc c'est pourquoi voilà, on s'est dit qu'on profiterait bien de ce confinement pour proposer des rendez-vous sur le net, durant lesquels on inviterait certaines personnes témoigner, où on pourrait aussi discuter à travers des espaces en ligne et débattre de toutes ces questions politiques, historiques, philosophiques que la production du nucléaire continue de poser dans un monde où les choses vont de plus en plus mal et où l'avenir est terriblement incertain. Et on s'est dit que ce serait important de commencer avec un live de Gilles Reynaud, sous-traitant d'Orano et militant dans l'association Amazon Contrôlée et syndicaliste de Sud Énergie, puisque en ce moment, lui et les autres travailleurs et travailleuses
continuent de s'en prendre plein la poire parce que, comme d'habitude, on n'hésite pas à les envoyer au charbon sans grande considération. Voilà, donc je vais laisser la parole à Gilles pour qu'il nous raconte ce que c'est que de devoir travailler dans le nucléaire aujourd'hui et pendant la pandémie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On y répondra, enfin, il y répondra à la fin. Je les lirai et il y répondra à la fin. Voilà, c'est à toi, Gilles. Merci Alexis pour ton introduction. À mon tour, moi je voudrais vous remercier de cette initiative, hein, de nous permettre, au nom de l'association Amazon Contrôlée, de parler un petit peu de la situation de travail des collègues qui interviennent aujourd'hui sur le parc à EDF, au sein d'Orano, un petit peu au CEA. Donc, je voudrais aussi avoir une pensée évidemment pour toutes ces personnes aujourd'hui qui sont en première ligne face à cet épisode Covid-19, hein, à nos caissières, à nos personnels de santé évidemment, à nos personnels dans les EHPAD et sans oublier les travailleurs et les sous-traitants en particulier, puisque je rappellerai qu'aujourd'hui, les sous-traitants réalisent plus de 80% des activités sur l'ensemble du parc et que donc nous sommes, je dirais, nous nous rendons compte indispensable aujourd'hui aux exploitants nucléaires, hein, que ce soit le EDF, Orano ou le CEA, et que les conditions dans lesquelles nous exerçons aujourd'hui avec ce Covid-19, ce virus et cette bactérie, nous compliquent grandement la vie, nous compliquent grandement nos métiers parce que on sait faire, je dirais, les activités parce que c'est notre métier dans un environnement radioactif. On sait se protéger, on sait faire les bons gestes pour pas se mettre en danger. On a les bonnes protections, sauf qu'aujourd'hui, avec ce Covid-19, malheureusement, comme beaucoup de Français, de nos concitoyens, nous ne disposons pas de matériel pour nous protéger efficacement. Je pense entre autres à des masques. Tout simplement de protection, puisque aujourd'hui, on sait que sur beaucoup de sites, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui en dispose, et ça nous interroge, ça nous interpelle sur, je dirais, ces situations, parce que sur un site nucléaire, il y a aujourd'hui beaucoup d'intervenants, il y a des arrêts de tranches, il y a des chantiers en cours côté Orano aussi, où il y a beaucoup de salariés qui interviennent, de la coactivité, où il y a plusieurs corps de métier qui sont au même endroit, dans le même local. Et donc, vous comprenez bien qu'il est très, très difficile de respecter des consignes de sécurité, les consignes de barrière, par exemple, la distance sociale de 1 mètre à minima. Et dans la mesure où on ne dispose pas en plus d'un masque pour se protéger du Covid-19, on est potentiellement facilement contaminant du Covid pour les gens qui nous entourent. Donc aujourd'hui, c'est une triste réalité. On sait que du matériel est à disposition pour nos collègues agents EDF, et tant mieux, ils en disposent, et tant mieux. Je dirais qu'eux aussi, de leur côté, ils vivent des situations de travail de plus en plus compliquées et difficiles, puisque beaucoup sont, je dirais, sur des plages horaires de travail qui sont très importantes, 10 heures à 12 heures de travail par jour, pour laisser des équipes au repos. Donc ça aussi, on respect quoi les collègues, hein, mais on a donc nos collègues sous-traitants qui eux majoritairement travaillent en zone nucléaire, travaillent dans les zones contaminantes, irradiantes, et on a des grosses interrogations sur justement la désinfection aujourd'hui du matériel de radioprotection qui est à notre disposition pour éviter qu'on sorte de la radioactivité des chantiers où nous sommes intervenus. Donc, on a des collègues à nous, hein, d'entreprises extérieures aussi, qui s'occupent de ces opérations, des entreprises de nettoyage qui sont entre, je dirais, le marteau et l'enclume aujourd'hui, soumis à une pression considérable de la part des donneurs d'ordre, de la part de leurs entreprises, et puis malheureusement aussi des fois de la part de comportements de certains de nos collègues qui aimeraient qu'après chaque passage, après chaque utilisation de quelque chose, ces personnels soient là à leur disposition pour désinfecter, ce que l'on peut comprendre, mais ce qui est très difficile à faire pour ces personnes, puisqu'elles sont très souvent en sous-effectif, et puis très souvent aussi, elles ne disposent pas comme nous de matériel pour se protéger du Covid-19, et elles font ça un petit peu, je dirais, avec la boule au ventre, quoi. Donc, il ne faudrait pas que l'on rajoute à ces personnels, je dirais,
du stress supplémentaire, ils n'en ont pas besoin. On est tous dans une situation un peu historique, hein, on n'a jamais connu ça. Et donc, sur une installation nucléaire, on se doit aussi d'avoir un comportement responsable, respecter des consignes dans la mesure du possible. Quand on doit respecter 1 mètre de distance entre les uns et les autres, on s'y astreint, on le fait. Après, il y a des endroits où malheureusement, tout ça est beaucoup plus compliqué, hein, quand on travaille dans le bâtiment réacteur, quand on travaille dans un local un peu plus exigu, je dirais, sur un site Orano, par exemple, c'est très, très difficile de respecter cette distanciation. Et donc là, il faut qu'on soit prudents les uns des autres. Et ça aussi, c'est un message aujourd'hui, en tout cas, qu'on aimerait nous transmettre. Et, dans le nucléaire, on est rarement seul, on travaille rarement en ce qu'on appelle le travailleur isolé. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Nous sommes plus généralement en binôme, voire en équipe. Et donc, nous devons garder un esprit d'équipe, être bienveillants les uns des autres, être les garants de notre santé et la sécurité de tous. Je pense que c'est aujourd'hui absolument nécessaire. On ne peut pas avoir, je dirais, un comportement, pardonnez-moi l'expression, nombriliste, égoïste, parce que si notre collègue fait malheureusement un mauvais geste, ne respecte pas une consigne, il va se mettre lui directement en danger, certainement. Et peut-être qu'à un moment donné aussi, il risque de mettre les collègues autour de lui en situation dangereuse. Donc tout ça, je dirais qu'on n'en a pas besoin. La situation est déjà assez compliquée pour les travailleurs sous-traitants de la filière nucléaire, et ça fait des années que ça dure. Cette mise en concurrence en permanence. Donc, ne rajoutons pas, s'il vous plaît, les copains, les collègues, des difficultés supplémentaires, quoi. On est là pour travailler ensemble, on n'est pas des adversaires, on ne se tire pas la bourre entre nous, on n'est pas en concurrence entre nous. Ça, ce sont nos patrons qui s'organisent pour faire en sorte qu'ils obtiennent des marchés. Après, on se rend compte aussi de l'impact que ça peut avoir, hein, sur nos vies, sur nos devenirs professionnels, hein, puisque les sous-traitants du nucléaire sont des travailleurs précaires, je dirais, puisque nous sommes soumis à des appels d'offres, même si nous avons des CDI, hein, des contrats à durée indéterminée, pour la plupart, même s'il y a aussi des travailleurs en intérim ou des travailleurs CDD, mais nous sommes des travailleurs précaires, puisque nous sommes soumis à des appels d'offres. Et ces appels d'offres, voilà, au bout de 5 ans, 6 ans, on a une entreprise qui peut débarquer et puis appliquer une convention collective qui n'a absolument rien à voir avec les métiers que nous exerçons, comme par exemple la convention Syntec, la convention nettoyage, la convention transport, aujourd'hui au sein de Daher. Ce sont des choses, si vous voulez, qui deviennent compliquées et qui rajoutent là aussi une difficulté et surtout, c'est une injustice sociale flagrante dans un système, je dirais, libéral dans lequel nous nous trouvons. Le Covid-19 est présent, il est passé par là, il n'est pas encore parti, on n'a pas encore réussi à gagner cette lutte contre cette bactérie, ce virus. Il ne faut pas que non plus sur les installations, nos situations se détériorent plus que ce qu'elles sont actuellement, parce que on sait très bien que vous êtes pour la plupart, et on le voit sur la page Facebook de l'association, de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça nous fait très plaisir, bien évidemment. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à prendre la parole, à vous exprimer. Et ça, nous en remercions, parce que ça aussi, c'est grâce à vous que ça nous donne la force justement de vouloir continuer dans ce combat que nous menons pour mettre en lumière un petit peu les invisibles que nous sommes du nucléaire. Et je dirais, le nombre de réactions que nous pouvons voir à différents posts sur notre page Facebook, nous insiste vraiment aujourd'hui à saisir, comme nous l'avons fait par 2 fois déjà, les instances de contrôle, hein, l'autorité de sûreté nucléaire, entre autres, sur les difficultés que vous rencontrez sur le terrain pour essayer avec eux de corriger cela, de vous amener des réponses, de vous ramener de la sérénité, pour que vous puissiez faire votre job dans des conditions optimales, pour que derrière, on évite des problèmes de non-qualité de maintenance, pour que l'on évite aussi des problèmes de falsification de documents. Les falsifications de documents, on comprend que quand on demande à quelqu'un de réaliser une cartographie, par exemple, réglementaire, et que il est anxieux d'accéder en zone
contrôlé parce que il n'est pas sûr de disposer du matériel de protection contre le Covid-19, ben, ça peut le perturber, ça peut le déstabiliser. Et puis, on sait que bien sûr, les entreprises sous-traitantes ont un seul et unique objectif, c'est de satisfaire à tout prix le client, coûte que coûte. Et donc, on peut mettre la pression, et on le met la pression en général. Ils n'hésitent pas à avoir des comportements de management, je dirais aujourd'hui, inadaptés et inhumains à ces situations. Et malheureusement, on a des collègues qui peuvent se retrouver à être contraints de faire un document en signant comme quoi ils ont réalisé l'opération alors qu'ils ne l'ont pas faite, quoi. Donc tout ça, les copains, s'il vous plaît, ne le faites pas, quoi. C'est vous qui prenez des risques. C'est pas, on n'est pas là pour rendre service hein, directement au patron. On n'est pas là pour rendre service à EDF. Faites votre job. Si c'est un contrôle que vous devez faire physiquement, vous déplacer, ben vous devez être en capacité de pouvoir le faire avec les moyens matériels, les moyens humains de faire votre job. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous faites jouer un droit de retrait, même si on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de le faire, je dirais, de le faire reconnaître. Nos patrons se sont organisés aussi pour dire que le Covid-19 n'était pas, comment dire, un critère pour justifier d'un droit de retrait. Il faut arrêter, quoi. On n'est pas des idiots, les gars. Est-ce On... Oui, est-ce que Alexis? justement, Gilles, est-ce que tu peux décrire précisément quelles ont été les mesures qui ont été mises en place Ah, vous m'entendez pas? Si moi je t'ai entendu, hein. Ah, Les mesures mises en place, on va dire, par ouais, les exploitants. bah ouais, Alors, parce que je pense qu'on est nombreux et nombreuses à ne pas se rendre compte de ce que ça implique en fait au quotidien pour un ok. sous-traitant ou une sous-traitante de devoir aller travailler avec certes cette pression psychologique, mais aussi concrètement, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne faites pas qui vous manque aussi d'une certaine manière. Quels sont les moyens en fait mis en place concrètement pour vous protéger? Et est-ce que toi, tu penses que c'est suffisant? Est-ce que vous vous sentez protégé avec ça ou pas? Alors aujourd'hui, ben, justement, les moyens mis à disposition par les exploitants nucléaires, EDF, Orano en particulier, pour votre information, le CEA a décidé d'arrêter une grande partie de ses activités de démantèlement parce que donc il n'y a pas un enjeu trop important, je dirais, à réaliser la déconstruction aujourd'hui. Si on le fait plus tard, eh ben, on le fera plus tard, mais dans de bonnes conditions. Donc je dirais que tout ça, c'est plutôt une bonne chose pour nos collègues qui font ce type de métier et d'activité. Par contre, nos collègues qui sont sur EDF, sur les arrêts tranches, par exemple, ou sur Orano, où on doit faire de la production, c'est beaucoup plus disparate en termes de moyens à disposition, puisque ben, c'est un peu malheureusement la situation générale que connaît notre pays. Hein, on manque de masques. On manque de masques dans les services de santé, dans les EHPAD, et le nucléaire n'échappe pas à la règle. Il y a quelques stocks qui sont à disposition chez les exploitants, mais qui donc, eux, vont prioriser leurs salariés, les salariés statutaires. Et puis pour les sous-traitants, je dirais, c'est aussi un peu de la responsabilité ben, de leur entreprise, de leur employeur, de mettre à disposition ben, un masque pour se protéger du Covid-19, des gels hydroalcooliques, toutes ces choses-là. Donc, en fonction des endroits où les collègues peuvent se trouver, c'est très, très disparate, malgré que, je dirais, les exploitants, vous savez, sont relativement forts pour produire des documents. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle, et c'est ce qui s'appelle en règle générale, la sécurité ou la sûreté, la santé réglée. Donc, c'est-à-dire on produit des documents, on met en place une organisation, et puis après, il y a le revers de cette médaille, c'est le gérer. Et le gérer sur le terrain, c'est une autre paire de manches, puisque là, c'est notre quotidien, c'est la réalité du travail, c'est les moyens que j'ai à ma disposition, les ressources que je peux avoir autour de moi pour faire mon job. Et donc tout ça, c'est une belle vitrine côté exploitant nucléaire en disant nous avons tout mis en place, on a mis des procédures pour respecter, je dirais, les barrières, la distanciation, on fait des marquages au sol, sauf que concrètement, sur le terrain, le gérer,
la réalité du terrain, elle est tout autre. Et ça, ben, je dirais, ça ne facilite pas la tâche, bien évidemment, vous comprenez, des gens sur le terrain. Et donc, cette situation anxiogène, ben, aussi n'est pas un facteur je dirais, faire le travail dans de bonnes conditions. Les collègues ont besoin d'être sereins, de se sentir respectés pour le travail qu'ils font, et ils ont raison. Et on va y arriver à se faire respecter pour ce travail, puisque nous sommes aujourd'hui, vous l'avez bien compris, toutes et tous, hein, indispensables à l'exploitant EDF Orano pour réaliser les activités. Donc, il sera, je pense, dans un avenir proche, hein, justement, d'élaborer ben, des revendications dans ce sens-là, pour être reconnu une bonne fois pour toutes, quoi. Et du coup, ce qu'on entend dans ce que tu dis, Gilles, c'est que la crise sanitaire, au final, elle met plus en lumière la situation précaire des sous-traitants du nucléaire. Elle les exacerbe. Mais du coup, il existe de profondes inégalités entre les sous-traitants et les salariés statutaires dans le nucléaire. Enfin, c'est vraiment, du coup, moi, ce à quoi ça me fait penser. Est-ce que tu pourrais en parler? Est-ce que je pourrais dire simplement quelles sont les différences fondamentales entre les sous-traitants et les autres salariés de l'industrie nucléaire? Alors, la filière nucléaire, donc, je l'ai dit hein, plusieurs fois, il y a 3 exploitants principaux, EDF, Orano et le CEA. Chaque exploitant a élaboré au sein de son entreprise, je dirais, une convention collective qui cadre, je dirais, ben, les conditions de travail, le cadre de la rémunération en particulier, des congés, de la formation, toutes ces choses-là. Donc, c'est très bien pour nos collègues. Côté EDF, on appelle ça le statut des IEG, par exemple. Ils ont obtenu ça, donc ça date de 1946. Donc, je n'étais pas né, hein, ça existe depuis très longtemps. Et il faut qu'ils le gardent. Il faut qu'ils le maintiennent, ce statut, parce que c'est important d'avoir, ben, je dirais, dans ce type d'activité, quand même des garanties fortes, importantes, parce que je rappellerai que les métiers du nucléaire, non seulement nous sommes exposés à la radioactivité, aujourd'hui, donc le Covid-19 aussi hein, vient se mettre en plus là-dedans, mais nous sommes confrontés aussi à l'exposition à l'amiante, aux produits chimiques, aux produits CMR. Donc, je dirais que nous avons quand même des panoplies d'exposition chez les sous-traitants qui sont assez importantes, qui ne sont pas reconnues. Hein. Alors, tout ça aussi, c'est malheureusement la casse depuis plusieurs années successives des différents gouvernements du Code du travail. Hein. Voilà, les réformes El Khomri, les lois Macron sur le travail, aujourd'hui la réforme des retraites qui est pour l'instant en stand-by, mais bon, envisager de nous faire travailler jusqu'à 64 ans, mais c'est criminel. De leur part, parce que on aura des collègues qui vont y laisser la vie sur un site nucléaire. Donc, c'est inacceptable. Et donc, ça, il va falloir qu'on s'organise. Pour répondre après sur les sous-traitants, donc oui, vous l'avez compris, en fait, nous servons de variable d'ajustement économique à une situation économique par rapport à un exploitant. EDF a besoin des sous-traitants. Il va faire un appel d'offres. Il va dire, voilà, j'ai besoin d'une activité de robinetterie ou de logistique nucléaire, et il va soumettre un appel d'offres. Des entreprises vont répondre, hein, en général, c'est 3 jusqu'à 5. Et puis, en général, ce que fait l'exploitant, vu les difficultés économiques qu'il traverse hein, les uns et les autres, c'est qu'il regarde le chiffre qui est proposé. On ne regarde plus malheureusement l'aspect technique, la culture sécurité, sûreté que peuvent avoir, je dirais, ben, les salariés dans les entreprises, hein, parce que je rappellerai que c'est quand même eux qui font la richesse des entreprises, c'est eux qui produisent le travail qui font qu'il y a de la richesse. Et donc, ce que font les exploitants, malheureusement, à notre grand regret, c'est que dans 80% des cas, voire plus, ils choisissent le moins-disant social. Et donc, le moins-disant social, on comprend facilement que tout ça, ça se répercute sur des conditions de travail, sur des conditions de rémunération, pour des métiers aussi sensibles que j'ai pu évoquer, avec les contraintes que vous comprenez aussi. Donc, tout ça, je dirais aujourd'hui, devient insupportable, devient même dangereux, il me semble. Et donc, je crois que nous avons un intérêt collectif, toutes et tous, là, à
attirer l'attention sur cette situation parce que on médiatise, c'est vrai, ce qui se passe au niveau des services de santé, les services des urgences. On a vu malheureusement comment aussi ils ont été traités quand ils ont revendiqué des moyens matériels, des moyens d'une reconnaissance du travail qu'ils faisaient. On a vu comment la répression qu'ils ont pu subir. Et donc, ben, nous sommes dans cette même situation. Nous manquons de moyens humains, de moyens de reconnaissance du travail que nous faisons, tout simplement. Et quand aujourd'hui, il y a du courant électrique dans nos maisons, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, parce que nous en avons besoin, l'énergie est un bien commun. Et donc, on ne peut pas laisser ça, je dirais, à des entreprises privées, des fois qui sont même dans le CAC 40, hein, et qui ne sont pas de grands philanthropes, qui sont là pour faire du fric au mépris des travailleuses et des travailleurs. Et tout ça, je dirais, il faut qu'on y mette un terme parce que cela devient, oui, dangereux pour nous en première ligne, évidemment, et puis pour vous aussi, peut-être à un moment donné, les populations, quoi. Bah, ça, c'est clair. Moi, je voulais te demander, on parle beaucoup du droit de retrait, et tu en as aussi un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais dire quelles sont les conditions du droit de retrait? Est-ce que c'est si facile que ça? Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les conditions? Alors, le droit de retrait, en fait, c'est ben, un salarié qui doit aller faire une activité et qui, au moment où il doit intervenir, va se rendre compte que ben, il ne dispose pas de tous les moyens pour se protéger lui-même et puis éventuellement son équipe, s'il est encadrant d'une équipe, hein, et ça arrive, chef d'équipe ou chef de chantier, il peut avoir des responsabilités en termes des personnels qui sont avec lui. Et donc, si ben, cette personne homme ou femme constate que ben, il n'y a pas les moyens de se protéger physiquement par rapport ben, au risque du Covid-19, entre autres, hein, puisqu'en général, pour tout ce qui est risque radiologique, les exploitants connaissent ce risque et donc, je dirais, mettent à disposition les équipements individuels qui vont bien pour s'en protéger, pour ne pas prendre de risques. Mais par rapport au Covid-19, oui, aujourd'hui, des collègues ont fait valoir ce droit sur certains sites. Et donc, derrière, vous comprenez bien là aussi la pression, je dirais malheureusement, ben, du management, de l'entreprise, hein, qui dit ah, mais si vous ne faites pas le job, on n'a personne d'autre, personne ne peut le faire à votre place. Le client, il ne va pas nous renouveler le contrat. Donc, il y a un peu aussi du chantage à l'emploi, tout simplement. Sauf que nous sommes assez grands les uns et les autres, adultes, de pouvoir estimer si oui ou non, aujourd'hui, nous disposons des moyens de protection suffisants et adaptés au Covid-19. Pas besoin qu'EDF ou Orano produisent là des documents, on va dire, réglés en disant on a tout évalué, tout bien pensé, sauf que si sur le terrain c'est absent, eh ben, si ça y est pas, je fais pas. Je ne fais pas. Parce que ben, on n'a qu'une seule vie, on n'a qu'une santé, et donc je ne vais pas prendre un risque, moi, inutile, pour me mettre en danger. Voilà, enfin, je crois que là aussi, il faut qu'il y ait cette prise de conscience, les uns et les autres, hein. On est formé, on est habilité, nous savons faire le job, je dirais, en environnement nucléaire, mais avec le Covid-19, c'est un autre paramètre que nous devons prendre en compte et que nous devons, je dirais, traiter le plus vite possible. Hmm. Euh, on a beaucoup, enfin, la question de la sous-traitance, c'est une question dont on entend beaucoup parler, même enfin, depuis des mois, même depuis plusieurs années, je dirais, donc avant le Covid. Vous avez fait un gros travail avec Mazout Contrôlé, mais pas que, pour dénoncer les conditions de travail des sous-traitants de l'industrie nucléaire. Est-ce que vous avez constaté des prises de conscience de la part d'EDF ou Orano depuis qu'on entend davantage parler de ce sujet-là ou pas? Alors oui, je dirais c'est peut-être un petit peu la bonne nouvelle de cet épisode que nous traversons, c'est que on se rend compte que voilà, les sous-traitants, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, nous sommes indispensables. Et donc, les gens sont aussi en train de comprendre que si le travail que nous faisons ben, n'est pas reconnu, comme nos infirmiers, nos infirmières, les personnels qui sont dans les EHPAD, je dirais,
toutes ces petites mains aujourd'hui qui sont indispensables à la nation. Je dirais que aussi notre président, lundi soir, en a parlé, hein, l'a évoqué. Hein, il a parlé de la Déclaration des droits de l'homme, hein, en disant que c'était toutes ces petites mains qu'il allait falloir envisager justement de reconnaître une bonne fois pour toutes. Et donc pour nous, les travailleurs du nucléaire, et c'est aussi un sujet que porte depuis de longues années, je dirais, le syndicat solidaire Sud Énergie, où au sein de EDF et le statut des IEG, il y a un article qui est l'article 4 et qui précise qu'un salarié qui est permanent sur une installation d'EDF, un CNPE, doit bénéficier du statut des IEG, doit être sous le statut comme un agent EDF. Donc, ça veut dire, les collègues, hein, comprenez bien, ceux qui nous suivez, que votre convention collective aujourd'hui qui vous est imposée par votre employeur, qui peut être nettoyage, métallurgie, qui peut être transport, par exemple, pour nos collègues de DAER, elle n'a pas lieu d'être, puisqu'il y a une loi qui date de 1946 et on a juste à revendiquer toutes et tous l'application de la loi. Je ne vois pas pourquoi dans notre pays cette loi serait bafouée et je crois que c'est le moment plus que jamais de remettre ça sur le tapis, hein, si vous me permettez l'expression. Avec Sud Énergie et l'association Amazon Contrôlée et le syndicat aussi, je dirais, de certains camarades, nous avons interpellé les syndicats, les autres syndicats de l'énergie, la CGT, Force ouvrière, la CFE-CGC, la CFDT, la CFTC, pour leur dire, écoutez, vous avez été auditionné en 2018 par Madame Barbara Pompili dans une commission d'enquête parlementaire pour améliorer la sécurité et la sûreté nucléaire. Et à la question que Madame Pompili vous pose, faut-il, oui ou non, envisager une convention collective pour les travailleurs du nucléaire? Les 5 répondent oui, unanimement. Donc, on est en 2020. Malheureusement, je dirais les syndicats, depuis, on les a pas trop entendus, on les a pas trop vus. Donc, c'est peut-être le moment, et je pense que c'est le moment les syndicats que je viens de citer, avec bien évidemment Solidaire et Sud Énergie, d'être moteurs, d'être porteurs de ce genre de revendications pour nos collègues qui sont sur EDF. Bien sûr, mettre en place une convention collective pour les autres, hein, qui travaillent côté Orano et côté CEA, hein, qui font surtout des activités de démantèlement où il y a aussi des contraintes physiques très importantes en termes de reconnaissance de pénibilité. Donc, je dirais, cet épisode de Covid-19 aujourd'hui montre du doigt l'importance que nous avons les uns et les autres, le rôle que nous jouons. Et donc, je lance un appel, hein, aux organisations syndicales responsables qui doivent nous aider, nous défendre, apporter à nos côtés, je dirais, cette revendication. Nous voulons des moyens de protection pour toutes et tous. Tous nos collègues de partout, ils doivent avoir du matériel pour se protéger du Covid-19. Et puis, bien évidemment, on aimerait qu'ils portent avec nous aussi de demander à ce que l'article 4 soit appliqué côté EDF et de porter avec nous une convention collective pour nos collègues qui travaillent à Orano et au CEA, quoi. Enfin, pour moi, c'est de l'intérêt général. Et aujourd'hui, on n'a jamais été aussi près d'aboutir parce que si nous ne faisons rien maintenant, écoutez, entendez bien ça, si nous ne faisons rien, on va reproduire les mêmes erreurs. Et peut-être que la prochaine fois, on va dire aux travailleurs détachés de venir nous remplacer. Donc, moi, je vous avouerai que je n'ai rien contre les travailleurs détachés. S'ils Tu sont peux plus dire ce que tu compétents. entends par travailleur détaché? Je ne suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde. Alors, les travailleurs détachés, c'est les ressortissants de l'Union européenne, hein, des travailleurs roumains, polonais, voilà, bulgares qui sont au sein de l'Union européenne et qui, on va les faire venir travailler dans la filière nucléaire avec un seul et unique objectif, c'est de réduire le coût du travail, réduire le coût. Donc, dans la filière nucléaire, les salariés, on n'est pas dupes, on n'est pas des idiots. Si les gens sont plus compétents, il n'y a pas de problème. On peut laisser la place. Mais aujourd'hui, de nous dire avec les salaires qu'on nous propose de SMIC, hein, les jeunes que l'on embauche aujourd'hui pour faire du démantèlement à 10,40 € de l'heure, à leur dire qu'ils vont être exposés à de l'amiante, à des produits chimiques, qui vont utiliser du matériel vibrant et que tout ça, on ne le prend pas en considération, mais c'est une honte. C'est scandaleux, quoi. Et peut-être que 10,40 € aujourd'hui, c'est trop cher pour nos entreprises, mais
peut-être qu'avec l'Union européenne, certaines entreprises, avec 10,40 €, ils peuvent employer 2 Bulgares, 2 Tchèques. Donc, arrêtons, je dirais, ce dumping social qui n'a qu'un seul effet, en fait, c'est de produire du nucléaire low cost. Et en tant que salarié du nucléaire, nous n'avons pas le droit de laisser faire ça. Nous ne demandons pas aux autres de se battre à notre place. Saisissons-nous, je dirais, de ce débat, du sujet, approprions-nous les choses, et puis ensemble, on doit y arriver, quoi. D'ailleurs, ça c'est quelque chose dont on a pas mal entendu parler, c'est des réductions d'effectifs importantes dans les centrales de nucléaire dues au Covid-19. Est-ce qu'il y a des sous-traitants, et ce sera ma dernière question, après je dirai les quelques commentaires là qu'on a reçus, est-ce que les sous-traitants sont sollicités davantage pour faire des tâches qu'ils n'ont pas l'habitude de faire? Est-ce qu'il y a ce truc qui est en train de se produire ou... Alors, oui, côté EDF, tu as raison. On va dire il y a une gestion des effectifs, hein, qui est importante. Côté entreprise aussi, on essaye plus ou moins de déployer les ressources là où on en a besoin, les compétences. Euh, Alexis, pardon, excuse-moi, j'ai loupé le Non, fil. t'inquiète. Non, je te demandais si on demande aux sous-traitants, à cause de la réduction Oui, des effectifs, oui, oui, de oui, faire des oui, tâches qu'ils d'accord, n'ont pas l'habitude d'accord. de faire. Oui, oui, en fait, donc là aussi, ben, j'ai eu l'information, en fait, dimanche, hein, d'un collègue qui travaille sur Chaux, par exemple, le site de Chaux, qui est en arrêt de tranche. Et donc, il m'expliquait qu'aujourd'hui, ben, EDF, dans la mesure où il dispose des compétences sur cet arrêt de tranche, il n'hésite pas aussi à demander aux entreprises présentes de faire du travail supplémentaire. Donc, c'est une information aussi de ce matin, la ministre Borne qui a demandé, et aussi avec l'ASN, hein, à l'exploitant EDF de prioriser les chantiers où il allait falloir qu'on mette les ressources et les compétences. Parce que je ne l'ai pas évoqué, mais nous avons aussi une population, nous, que nous appelons les nomades, les travailleurs qui sont en grand déplacement. Et dans la mesure où on ne fait pas un dépistage efficace, et vous l'avez compris, nous n'avons pas les moyens de nous protéger, c'est potentiellement aussi des personnes qui peuvent être contaminantes du Covid-19, quoi. Et donc, il ne faudrait pas que les sites comme le Charles de Gaulle, là, aujourd'hui, enfin, voilà, il y a plus de 800, je crois, marins, 900 même peut-être, qui sont contaminés au Covid-19. Il ne faudrait pas qu'un site nucléaire qui soit en arrêt de tranche devienne un site cluster du Covid-19, parce que ça pourrait être catastrophique et dramatique pour nous tous, quoi. Donc, il faut qu'on mette des moyens pour nous protéger de ce virus. C'est un impératif. On a, je dirais, un intérêt commun, là, tous là, à dire donnez-nous les moyens de nous protéger, sinon, ben, on ne va pas travailler, on va pas se mettre en danger pour rien, quoi. Alors, il y a une question de Hervé, donc, qui demande si les objectifs de production d'électricité de EDF et de combustible par Orano sont maintenus malgré la crise sanitaire. Alors, ben, ce que l'on apprend aussi avec le Covid-19, c'est que donc il y a une demande moins importante en termes de consommation électrique, vu que beaucoup de secteurs d'activité sont au chômage. Et donc n'ont pas besoin d'électricité. Tout à l'heure, je pensais aux restaurateurs, par exemple. Eh ben, les restaurants étant arrêtés, il n'y a pas de fours qui sont éclairés, il n'y a pas d'éclairage non plus au sein des restaurants. Et tout ce courant, je dirais, cette énergie qui n'est pas utilisée aujourd'hui, ben, voilà, on peut s'en passer, quoi. Donc, la semaine prochaine, normalement, EDF va demander pardon, Madame Borne a demandé avec l'ASN à EDF de produire la priorisation où il va falloir mettre les moyens pour finir l'arrêt de tranche de Chaux, par exemple, ou de Nogent, ou de Cattenom, ou à Cruas. Il va falloir que l'on priorise et certainement décaler peut-être les arrêts qui étaient planifiés au mois de mai, les faire un petit peu plus tard. Voilà, donc ça va être aussi, je pense, un casse-tête, hein, pour l'exploitant EDF, et puis aussi pour l'autorité de sûreté nucléaire qui ben, doit surveiller un petit peu tout ça, quoi, et surtout s'assurer que les choses se font dans de bonnes conditions, quoi. Le travail se réalise dans de bonnes conditions.
Alors, il y a quelqu'un qui dit quelque chose là, c'est tout à fait pertinent. Quand on voit la gestion de la crise du Covid-19, on peut se poser la question sur la gestion d'un accident nucléaire majeur. Ça, c'est en effet quelque chose qu'on dit dans le texte de présentation des rendez-vous déconfinés. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu en penses? Aïe, 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 aïe. Oui, malheureusement, on a eu l'épisode aussi à Rouen. Enfin voilà. Oui, si on venait à avoir un accident, ce qui serait catastrophique pour le pays, hein. Je rappellerai juste qu'un accident nucléaire majeur type Fukushima, c'est-à-dire la fusion d'un cœur réacteur, l'IRSN a évalué à plus de 495 milliards son impact pour la collectivité. Donc c'était une estimative qui était fait sur le site du Tricastin. Donc voilà, ça il faut l'avoir à l'esprit. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a élargi à 20 km le PPI, hein, le plan particulier d'intervention. Est-ce qu'il y a toutes ces personnes qui sont dans ce rayon aujourd'hui les pastilles d'iode? J'en suis pas sûr. Euh, voilà. Après, on sait que les frontières ne servent à rien. Donc peut-être qu'aussi au niveau européen, à un moment donné, il faudra qu'on se pose les bonnes questions concernant la pile énergétique qu'est la France avec ses réacteurs nucléaires et qu'ils ont aussi, eux, un intérêt, je dirais, à ce que les travailleurs, les hommes et les femmes qui y travaillent soient un petit peu plus considérés que ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors du coup, donc là, on va clôturer hein, parce que ça fait 45 minutes. Très bien. Donc je vous invite voilà, si vous avez encore des questions à poser à Gilles, les gens peuvent te contacter par Facebook. Facebook ou sur le site internet Amazon Contrôlé. J'ai d'ailleurs prévu un petit, je ne sais pas si on va le Ah, voir. non, on ne voit pas. Comme vous avez vu, Gilles Zut. a prévu Non, c'est pas grave. En fait, c'est le rappel de l'adresse du site internet, donc www.amazoncontrolé.com. On a donc aussi une page Facebook intitulée pareil, Facebook Amazon Contrôlé. Et puis, bien évidemment, vous l'avez compris, nous sommes une association et on a besoin aussi de soutien financier. Donc, nous sommes aussi avec Hello Asso qui collecte les adhésions, les dons que les gens veulent bien faire pour nous permettre justement d'exister, de pouvoir nous déplacer quand il y a des discussions, je dirais, à la capitale, entre autres, hein, sur des sujets, sur la reconnaissance de la pénibilité, sur les expositions en rayonnement ionisant, les risques psychosociaux, sur l'amiante. Et tout ça, vous comprenez que, et j'espère que ce live, qui était une première aussi pour moi, pour Amazon Contrôlé, vous aura plu, vous aura ouvert un petit peu les yeux sur cette situation il faut vraiment avoir à l'esprit que si elle se dégrade encore un petit peu plus, voilà, moi j'appréhende qu'on ait un pépin, quoi, malheureusement, parce que nous ne sommes que des hommes ou des femmes, et quand on est, je dirais, découragé un petit peu et on n'est pas bien sous notre casque de chantier, pardon, on peut faire une bêtise et nous, si nous faisons une bêtise, ça peut avoir de graves conséquences. Donc, s'il vous plaît, quoi, aidez-nous à, à faire entendre que les sous-traitants, on mérite un petit peu de considération parce que on participe à ce qui est du courant électrique un petit peu dans nos maisons et dans nos EHPAD et les hôpitaux. Merci. Et en effet, quand on voit ce qui se passe là, les incidents à Tchernobyl, on se rend compte que ces conséquences-là, elles portent sur des années et des années à venir. Ce n'est pas seulement des conséquences qui vont avoir un impact dans les mois prochains. Bah, écoute, merci beaucoup Gilles. Je pense Merci à vous. que c'est très bien Merci à vous tous. que tu aies fait ce live et j'espère que dans les temps à venir, on sera de plus en plus nombreux et nombreuses à nous intéresser à ce qui se passe autour de chez nous. Parce que voilà, les mois prochains s'annoncent très difficiles et je pense qu'il est crucial qu'on continue de s'informer, de s'organiser, de s'auto-organiser, d'auto-organiser la solidarité localement et plus largement. En tout cas, nous, du côté du CEDRA, voilà, on continuera de parler des aspects du nucléaire qui sont trop passés sous silence. Et d'ailleurs, si ce sujet vous interpelle, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Cycle de conférences Grand Est et dans laquelle on peut retrouver
ton intervention sur la question du travail dans le nucléaire. Voilà. Pour info. Ouais. Et pour terminer, je dirais juste, je rappellerai aux collègues, ne restez pas seuls, ne restez pas isolés. Voilà, aujourd'hui, vous l'avez compris, il y a des organisations syndicales au sein des installations où nous travaillons. Sollicitez-les, demandez-leur de l'aide. Et puis, si malheureusement, ils ne venaient pas à répondre à vos attentes, demandez-nous. Nous répondrons, nous ferons tout ce que nous pourrons, en tout cas, pour vous ramener, je dirais, un petit peu de sérénité. Donc, commencez déjà à vous rapprocher des syndicats présents sur les sites où vous travaillez. C'est eux qui connaissent quand même mieux, je dirais, les installations et puis aussi un petit peu des fois les directions, les équipes de management. Mais sollicitez-les. Vous n'êtes plus seul. Ne restez pas seul. Et dites-vous bien que c'est ensemble aujourd'hui qu'on va gagner, quoi. Enfin, c'est inévitable. Mais organisons-nous et puis allons-y, quoi, tout simplement, quoi.